Et donc, dès maintenant, nous allons assister à la présentation de Jean-Philippe Deguine du CIRAD qui intervient donc à distance et qui est déjà à l'écran. Donc, je laisse la parole. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce colloque de m'avoir proposé de faire un aperçu sur des travaux qui ont été réalisés lors de la dernière décennie à La Réunion, en particulier Xavier, avec lequel je m'étais entretenu sur ce sujet-là. Donc ma présentation, elle va porter sur... elle va avoir un titre qui est assez parlant déjà, protection agroécologique des cultures, et il y a des adjectifs qui vont être toujours affiliés à des noms, et par exemple à une approche ordonnée et multilevier. Hein. Le plan de mon exposé, il va porter sur 3 aspects, mais il va surtout décrire rapidement des expériences qui ont eu lieu à La Réunion dans un cadre de protection agroécologique des cultures. Dans un premier temps, un groupe de ravageurs sur des cultures maraîchères, et dans un deuxième temps, l'ensemble des bioagresseurs d'une culture fruitière en particulier, qui est la mangue. Et le plan de mon exposé, donc, ça sera dans un premier temps de rappeler rapidement ce qu'est la protection agroécologique des cultures. Dans un deuxième temps, de faire une description et de rappeler quelques résultats des expériences qui ont été conduites là-bas. Et dans un troisième temps, de proposer quelques recommandations de manière modeste, mais qui pourraient servir parce qu'elles me semblent être génériques. Alors premièrement, pourquoi la protection agroécologique? Pourquoi on en parle depuis quelques années? Eh bien, pour 2 raisons. La première, c'est que si on fait un bilan de la protection qui a été utilisée depuis 6 décennies, hein, sous le paradigme de l'IPM, on a un bilan qui est quand même très négatif. Et à un moment ou à un autre, il faut le dire et l'écrire. Depuis 60 ans, on a une augmentation de l'utilisation des pesticides absolument partout, dans tous les pays du monde. On a des problèmes de durabilité écologique des agroécosystèmes. On a une approche qui est peste-centrée et qui est tout le contraire d'une approche holistique. On a des gaps, des différences entre le concept original qui était vertueux et les pratiques qui sont mises en place aujourd'hui et qu'on pourrait qualifier de protection agrochimique des cultures dans 95% des cas partout dans le monde. Et on a un grand flou sur les définitions. La deuxième raison, elle est liée au terme agroécologique, c'est qu'il existe aujourd'hui une vague, une déferlante sur l'agroécologie dans le monde, et qui a été engagée en France lors de la dernière décennie, et qui, elle, vise à contribuer à la durabilité écologique des agrosystèmes. C'est très simple comme objectif, c'est rendre des systèmes durables sur le plan écologique, tout en, évidemment, confirmant, contribuant à la viabilité socio-économique, environnementale, etc., les piliers du développement durable. Voilà, évidemment, cette approche, elle remet en cause l'approche précédente, l'approche IPM, ou l'approche protection intégrée des cultures, si on parle en termes français. On peut voir quand est-ce que ça apparaît. Hein. Là, je vais passer très vite, mais c'est simplement pour dire que les approches agroécologiques sont relativement récentes dans le paysage et on connaît toute l'inertie qu'il faut combattre pour pouvoir faire évoluer les approches, les mentalités, les habitudes et les pratiques. Alors, cependant, ce concept de protection agroécologique des cultures, que je vais décrire très brièvement après, il est aujourd'hui bien documenté. Hein. Il y a des ouvrages qui ont été réalisés. Il y a un module d'enseignement à distance qui s'appelle Gascon, qui en fait état, avec des jeux sérieux, avec des choses vraiment très, très didactiques. On a organisé des écoles chercheurs internationales dans plusieurs continents, des workshops, etc. Et puis le mois prochain, il va sortir un papier collectif, puisqu'il rassemble 56 auteurs, dont un tiers d'auteurs ciradiens, un tiers d'auteurs INRAE et un tiers d'autres auteurs français et étrangers. Donc il va faire un petit peu la synthèse sur ce qu'est la protection agroécologique des cultures. Alors, très simplement, hein, et là vous allez voir que mon discours tout au long de l'exposé, il va être, en tout cas je l'espère, rempli de cohérence. Qu'est-ce que la protection agroécologie de culture? Eh bien, c'est la protection qui est au croisement des concepts d'agroécologie et de protection des cultures, tout simplement.
Alors, pour la définir, on peut se revenir à une définition qui n'est pas la seule de l'agroécologie, celle de Vézel, qui dit que l'agroécologie, c'est un ensemble de plusieurs composantes, une composante scientifique, un ensemble de disciplines, une composante technique, un ensemble de pratiques agricoles, et puis un ensemble social, je m'excuse, il manque visiblement un L, donc un ensemble d'interactions entre des acteurs. Et donc, si on calque ça pour la protection agroécologie culture, on garde la même chose, 3 composantes, scientifiques, pratiques et interactions sociales. Et dans ces 3 composantes, puisque la commande qui m'a été faite est plutôt d'insister sur les aspects biotechniques, en regardant à l'intérieur des pratiques, il y a 3 critères caractéristiques qui sont motrices. La prévention, hein, qui non seulement en agroécologie, mais aussi en protection des cultures, est quelque chose de central. La santé des sols et la biodiversité, qui, elles, sont les 2 moteurs d'un bon fonctionnement écologique d'un système, et en particulier d'un agrosystème. Voilà. Et si on décline ça maintenant opérationnellement pour en faire une stratégie phytosanitaire, eh bien on va retrouver ces mots-clés: prévention, biodiversité, santé du sol, lutte biologique évidemment, hein, qui est très liée au reste, hein, et qui ne peut avoir lieu que s'il n'y a pas de pesticides, et puis d'autres techniques. Je vais en décrire quelques-unes, qui sont avant tout cohérentes, compatibles avec ce qui a été observé précédemment. Et là, on voit un ordre qui se dessine, c'est-à-dire que la prévention, si on parle de prévention et qu'on est cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, la prévention, on ne va pas la faire à la fin, on va la faire au début. Et la biodiversité et la santé du sol, si ce sont 2 moteurs de la durabilité écologique des systèmes, eh bien on va les faire aussi juste après, avant d'envisager tout un tas d'autres techniques. Alors voilà, ces pratiques, elles ont 3 caractéristiques, et c'est un peu le message central de mon exposé. Moi, je vais plus vous parler aujourd'hui de pratiques, d'acteurs que de bioagresseurs. Les pratiques sont mises en place avec une stratégie ordonnée, c'est-à-dire qu'il y a un ordre dans la mise en place de ces pratiques. On ne commence pas par la fin ou par le début, et c'est un petit peu disons le problème qu'a rencontré l'IPM tout au long de son histoire, c'est que au lieu de mettre les pesticides à la fin, hein, dans la pyramide qu'on connaît, eh bien on les met au début, parce que on n'a justement jamais vraiment défini d'ordre ou suivi d'ordre, en tout cas dans leur mise en place. Ensuite, un package multilevier, hein, on en a parlé déjà depuis le début de ce colloque, mais tout simplement pour reconnaître qu'il n'y a aucun levier qui est suffisant pour gérer des populations de bioagresseurs. Là, je parle de populations de bioagresseurs dans leur ensemble, les adventices, les pathogènes, les ravageurs, etc. Et puis évidemment, puisqu'on parle d'agroécologie et qu'on essaye d'être cohérent, il y a un fil conducteur qui est l'écologie. C'est-à-dire toutes les techniques, les pratiques qui sont mises en place, eh bien, elles vont avoir ce fil conducteur-là, d'être soit écologique, agroécologique, soit d'être compatible avec. Et c'est des mots et des qualificatifs qui me semblent très importants, qu'il faut avoir en tête: la cohérence, la compatibilité et la synergie, hein, les interactions par exemple entre des pratiques qu'on a encore aujourd'hui pas beaucoup étudiées, j'y viendrai tout à l'heure. Voilà, je prends un exemple, puisqu'on donne priorité aux mesures préventives, hein, je suis toujours cohérent. Voilà une série de pratiques qu'on peut mettre en place. Alors la première, elle est facile, puisqu'il suffit d'annuler une pratique qui est mise en place en général dès le début de la protection qu'on envisage. Ensuite, après l'arrêt des traitements de pesticides, on envisage de la prophylaxie, c'est-à-dire de la prévention. Et puis ensuite, on s'intéresse à des pratiques relatives à la gestion de la santé du sol, à la diversification végétale. J'ai marqué diversification végétale parce que j'ai utilisé cette diapositive lors de l'expertise scientifique collective diversification végétale qui a été coordonnée par l'INRAE il y a 2 mois maintenant, la lutte biologique et d'autres mesures préventives. Voilà. Là, je vais vous présenter de manière très rapide, avec beaucoup de photos, hein, vous allez voyager un petit peu à La Réunion. Moi, je suis au Vietnam, je vous le rappelle, hein, donc ça fait quand même... je vais vous montrer des photos pour vous décrire un petit peu toutes les pratiques qui ont été mises en place. Alors, La Réunion, donc, vous le connaissez, c'est juste pour vous faire plonger dans le contexte. Les cultures qui ont été étudiées, eh bien c'est le chouchou, s'appelle la Christophine dans d'autres endroits. C'est une cucurbitacée qui est souvent cultivée sous trail.
Il y a d'autres cucurbitacées à cycle court de plein champ telles que la citrouille, la courgette, le concombre, etc. Et puis il y a la culture fruitière dont je vous ai parlé qui est la mangue, hein, qui est une culture patrimoniale à La Réunion. Alors, pour ces expériences, on a adopté une approche qui est méthodique et surtout collective. Je vais décliner ça un petit peu. Méthodique d'abord parce qu'elles ont tous été un petit peu centrées autour de projets de recherche-développement en partenariat avec beaucoup d'acteurs. Hein, et on a considéré donc qu'il y avait 3 phases. Il y avait une phase pendant, hein, la mise en place du projet, mise en place des pratiques sur le terrain. Et puis il y avait une phase avant et une phase après. Et moi je voudrais insister sur la phase avant en disant très clairement que pour moi, c'est la phase la plus importante. La phase la plus importante, ce n'est pas la phase de mise en place des pratiques, c'est la phase antérieure de concertation, de diagnostic partagé, d'interaction avec les acteurs, de promouvoir la place centrale aux agriculteurs pour justement la mise en œuvre des pratiques qui va venir après, etc. Donc, je voudrais insister là-dessus, c'est que la phase de préparation, dans ces approches, elle est centrale, ça représente une vraie clé. Voilà, alors maintenant je vous les présente. Voilà, donc vous allez voir qu'il y a de la cohérence et maintenant on va avoir des numéros, c'est-à-dire voilà comment on met en place les choses. Alors la première, c'est pas vraiment une pratique, mais c'est quand même une habitude que l'on doit avoir, c'est de la surveillance. Alors je vous ai mis quelques photos de surveillance de ravageurs ou d'auxiliaires, mais en tout cas ça va plus loin que ça. Quand on a une approche agroécologique, on a une approche holistique, systémique, et on s'intéresse non seulement aux arthropodes par exemple, hein, mais aussi à la santé des plantes, à la santé du sol. Hein, on fait attention à ce qui s'y passe, donc globalement à la santé des agroécosystèmes. La deuxième chose, c'est l'arrêt des pesticides. Alors évidemment, si on dit ça du jour au lendemain à un agriculteur, il va dire ben non, voilà. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de temps pour partager tout ça, expliquer, sensibiliser, etc. Et je vous donne par exemple deux diapositives pour montrer que de toute façon c'est très facile à comprendre. Parce que, par exemple, pour des mouches des fruits, hein, qui sont des ravageurs très importants dans les climats tropicaux et qui vont peut-être déjà le devenir dans les climats méditerranéens et tempérés plus tard, on a une efficacité des produits. Par exemple, les mouches des fruits, 2 des stades, les œufs et les larves, sont protégés purement très simplement des pesticides parce qu'ils sont dans le fruit. Les pupes sont dans le sol, elles sont protégées également. Et les adultes sont des formes extrêmement mobiles qui migrent du champ où on commence à traiter et qui y reviennent quelques heures après la fin des traitements. Donc une inefficacité totale. Mais de manière plus générique, on doit arrêter les traitements parce que si on est cohérent, qu'on veut rendre un système durable sur le plan écologique, donc un bon fonctionnement, qui repose sur des interactions optimisées entre des communautés végétales et des communautés animales, eh bien, il faut arrêter les pesticides pour pouvoir promouvoir ces interactions, par exemple ici, puisqu'on parle de protection, entre des ravageurs, une cochenille par exemple ici, et puis un auxiliaire, un prédateur, ici une coccinelle. Ensuite, la prévention. Alors j'ai pris un exemple concret, et en plus Anne en a parlé un petit peu tout à l'heure, pour les mouches des fruits. Puisqu'on ne peut pas lutter avec des pesticides contre les mouches des fruits, la stratégie c'est de prévenir, non pas la génération actuelle des mouches des fruits parce que c'est déjà trop tard, mais les générations futures. Donc en essayant de casser le cycle d'une génération à une autre. Alors pour ça, on utilise ce que Anne a présenté tout à l'heure, l'augmentorium, qui est un outil extrêmement puissant pour de la prophylaxie, qui est un outil extrêmement simple à construire, qui vaut rien du tout, qui est pas cher, qui est facile à concevoir et à adapter aux conditions locales. Et cet augmentorium, d'ailleurs, il a 3 fonctions. Non seulement c'est un outil de prévention, mais c'est un outil qui permet d'envisager la production de parasitoïdes, donc un outil de lutte biologique. Et puis également, on peut y faire du compost, donc dans une orientation d'amélioration de la santé des sols. Alors, juste pour vous montrer comment ça marche, à l'intérieur d'un augmentorium, on y achetait des fruits infestés qui sont tombés, hein, des mangues, qui sont donc pleines d'œufs ou de larves de mouches. Donc on les ramasse sur le sol, hein, et on les jette dans l'augmentorium. Dans l'augmentorium, donc dans cette tente, eh bien, vont émerger des mouches qui vont finir par mourir parce qu'au-dessus, il y a un filet qui les empêche de passer. Mais si on ne traite plus, s'il n'y a plus de pesticides, eh bien, on va voir apparaître des insectes qui sont absolument
totalement absents dès qu'il y a des traitements d'insecticides notamment. Et ces insectes, qui sont plus petits que les mouches, vont pouvoir sortir par le filet, puisque la maille va être adaptée à ce qu'ils puissent sortir. Et donc, ils vont aller infester positivement, cette fois, la culture, le verger, la culture à laquelle on a affaire. Ensuite, diversification végétale, on en a parlé, on a parlé beaucoup de plantes de service. Alors je montre des photos très rapidement, des plantes pièges, notamment avec du maïs autour des plantes, des parcelles de cucurbitacées, de mangue, etc., qui attirent les mouches des fruits, des bandes fleuries, on en a également beaucoup parlé, je n'insiste pas. Des associations, ça on en a moins parlé, et c'est assez intéressant. Là, on a un verger de manguier, par exemple, dans lequel on a des fruits de la passion, on a du manioc, on a un enherbement aussi qui est important. On a aussi des associations dans tous les types de cultures, où on peut mélanger par exemple ici des cucurbitacées avec d'autres cultures fruitières. On a des plantes qui servent à couvrir le sol, donc aussi bien sur des cultures de cucurbitacées que des cultures fruitières. On peut aussi envisager tout simplement un enherbement spontané par l'arrêt d'utilisation de pesticides. Et puis, on va même jusqu'à irriguer. Excusez-moi, j'avais un petit problème avec la souris. Et puis, donc, on va jusqu'à irriguer ce qu'on appelait avant des mauvaises herbes, qui sont en fait des adventices et qui sont en fait des plantes tout à fait utiles, puisqu'elles, non seulement elles sont des réservoirs de prédateurs généralistes très importantes, mais en plus elles ont des vertus pour l'amélioration de la santé du sol. Alors ensuite, on arrive au 5, la santé du sol. Alors, c'est ce que je viens de vous dire. À gauche, vous avez un verger enherbé, donc pas d'évaporation ou moins d'évaporation, pas d'érosion ou moins d'érosion, etc. Donc, des vertus pour l'amélioration de la santé du sol. Je vous ai dit que dans un augmentorium, on pouvait faire du compost. On peut y mélanger les restes des fruits avec de la matière organique et puis un peu des résidus de végétaux, des choses comme ça. Et puis, moi j'insiste quand même, puisqu'on parle de protection des cultures, sur le fait qu'au-delà de la qualité elle-même du sol, on peut également apporter des amendements organiques. Eh bien, on a une faune qui se développe, très importante, qui permet de lutter contre beaucoup de bioagresseurs, de ravageurs, qui ont par exemple une partie de leur cycle dans le sol. Ensuite, la lutte biologique. Alors la lutte biologique, je ne vais pas m'y attarder, tout le monde sait ce que c'est, mais quand même, j'insiste sur le fait, Anne l'a dit aussi, que plutôt de commencer à aller chercher de la lutte biologique par augmentation, de la lutte biologique inondative, eh bien, la lutte biologique par conservation, dès qu'on arrête de traiter des parcelles, elle refait surface et elle permet aux auxiliaires, aux ennemis naturels qui sont, on va dire, indigènes, qui sont présents naturellement, eh bien, de jouer leur rôle, ce qui est parfaitement cohérent. Voilà, la cohérence, c'est ça, c'est par exemple de mettre des plantes refuges. Alors, vous avez à gauche, c'est un plan de, c'est comment dire en français, un poids d'Angole, donc qui est une plante refuge pour beaucoup d'auxiliaires, notamment des coccinelles, et donc qui est parfaitement cohérent avec de la lutte biologique par conservation, puisque on a des populations d'auxiliaires qui s'y développent et qui peuvent aller contaminer ensuite les cultures. Là, de la même façon, avec l'augmentorium, on a de la lutte biologique qui peut se passer. Alors, je ne sais pas si on voit bien, à gauche, vous avez 2 insectes à chaque photo. En bleu, vous avez un parasitoïde. Et puis en rouge, vous avez une mouche des fruits. Alors sur la première diapo à gauche, vous avez la mouche des fruits qui est en train de pondre des œufs dans une mangue, sous le regard de la femelle parasitoïde. Et puis ensuite, la femelle parasitoïde, c'est la photo de droite. Vous voyez, une fois qu'elle aura repéré l'endroit, eh bien, elle ira pondre ses œufs dans les œufs de la mouche des fruits. Et donc, tout ça, c'est un cycle naturel. Et ensuite, il n'y a absolument plus rien à faire. Et puis il y a d'autres techniques. Alors, Xavier en avait parlé tout à l'heure d'attract and kill. On appelle ça parfois push-pull assisté parce qu'on a besoin aussi d'une plante piège pour le faire. Mais on utilise des produits et il n'y a rien de dogmatique dans l'approche agroécologique. Par exemple, là, on utilise des produits qui contiennent 99,98% de protéines qui sont spécifiques pour attirer les mouches des fruits et 0,02% d'un insecticide biologique. On fait des traitements par tâche sur la plante piège et non pas sur la culture, et on arrive à empoisonner les mouches des fruits. C'est les photos qui sont sur la droite. Donc on n'a pas de problème avec ça
voilà. Ensuite, on a par exemple des techniques de piégeage, tout le monde connaît ça, je n'y insiste pas, des piégeages alimentaires, sexuels, visuels, etc. On a des barrières physiques. Alors les barrières physiques, au début ça peut faire rigoler. Quand on a commencé à montrer ça à La Réunion, on m'a dit que c'était impossible, c'était très cher, effectivement. Donc, là où je suis, en Asie du Sud-Est, c'est très commun et ça fonctionne très bien. Par exemple, pour lutter contre des ravageurs qui s'attaquent aux fruits tropicaux. Mais depuis qu'on a des attaques, par exemple, de Drosophila suzuki sur les cerisiers en France, on a maintenant des vergers qui sont couverts par des filets. Donc, il faut quand même garder éventuellement ce genre de barrière physique qui pourrait être une solution aussi. Et puis, on a des techniques de biocontrôle. Hein, j'aurais tort de ne pas en parler, puisqu'on a par exemple à La Réunion testé des extraits de plantes, des huiles essentielles d'un genre de Pitéracées qu'on a testé et qui montre une très bonne efficacité sur les mouches des fruits. Mais là encore, pour un agroécologue, ce n'est pas encore très satisfaisant parce qu'on est toujours dans l'utilisation d'un pesticide, même si c'est un biopesticide, même si c'est un produit de biocontrôle. Et puis, les mesures curatives. Alors, vous voyez, j'en parle que maintenant. Hein, et alors que si on regarde dans la pratique, 95% des champs dans le monde, on commence par l'utilisation de pesticides. Et là, je ne vous parle même pas de pratiques curatives avec des pesticides, je vous parle sans, parce qu'il en existe. Hein, il y a des techniques culturales, il y a des techniques d'étêtage, des choses comme ça qu'on peut utiliser, qui sont tout à fait aussi intéressantes. Et puis, on a aussi, évidemment, en dernier recours, et c'est là où on voit qu'il n'y a pas de dogme, eh bien, on peut utiliser des pesticides. Mais alors, on n'utilise pas n'importe quel pesticide. On n'est pas obligé non plus de l'utiliser sur toute une parcelle, y compris même sur tout un arbre. Et puis, vous voyez, j'ai mis en jaune l'aspect écotoxicité, parce que je vous en parle que maintenant. Ça fait un petit moment que je vous parle des pratiques, tout simplement parce que dans la protection classique, eh bien, première alternative aux pesticides, on commence à dire qu'il ne faut pas qu'ils soient écotoxiques, etc. Là, on regarde ça vraiment à la fin parce que les pesticides sont plus centraux dans notre approche. Voilà. Alors, dans la stratégie phytosanitaire, ce n'est pas une diapositive à lire, hein, il y en aura plusieurs comme ça. C'est juste pour vous montrer ce qui a été fait dans les 3 types de cultures. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que pour chacun de ces types, il y a eu les 3 caractéristiques qui ont été mises en place. Un ordre, hein, et non pas, on n'a pas mis une pratique avant une autre. Un package multi-levier, là je pense qu'on peut le dire puisqu'on en voit au moins 10, et puis le fil conducteur écologique. Dans cette liste, il n'y a aucune pratique qui est antagoniste avec l'agroécologie. J'insiste sur un point qui est l'approche collective, hein, c'est central. Les expériences qui ont été conduites à La Réunion, elles ont été conduites parce qu'il y avait une coordination d'un grand nombre d'acteurs, et en particulier les agriculteurs qui étaient au centre du dispositif. Et ça, c'est quelque chose de vraiment central également, hein, pour tous les aspects, toutes les phases, conception, réalisation, évaluation, avec tous les métiers, tous les acteurs qui sont représentés dedans. Et j'insiste bien, les pratiques sont faites par les agriculteurs, et dans ces expériences qui ont été faites en vraie grandeur, sur plusieurs dizaines d'hectares à chaque fois, eh bien, ce sont les agriculteurs qui ont pratiqué, ce ne sont pas des essais qui sont faits en laboratoire ou dans des stations expérimentales. J'ai pris quelques exemples pour les fixer. Ça, c'est dans les phases de préparation, des ateliers de co-conception avec les agriculteurs. Qu'est-ce qu'on peut faire en fonction du contexte? Des jeux sérieux. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire quand on va rencontrer tel ou tel problème? On a mis en place un certificat universitaire de qualification professionnelle, un CUQP, ce n'est pas un gros mot. C'est au contraire une formation très pragmatique, avec un diplôme universitaire qu'on donne aux praticiens et dont les agriculteurs sont relativement fiers. Et ces agriculteurs, ils deviennent en fait après des leaders dans leur région, et ils se mettent à former également leurs voisins. Et puis on a même été jusqu'à concevoir et à faire un guide de reconnaissance des auxiliaires qui a été distribué à plusieurs milliers d'exemplaires à La Réunion, c'est-à-dire, je pense qu'on a été prêt de toucher pratiquement tous les agriculteurs, mais qui a été fait pour que les agriculteurs puissent reconnaître, certainement pas les ravageurs, mais les auxiliaires, et quand ils voient et pouvoir s'y déplacer dans le champ avec. Donc, qui était basé sur la qualité de photo. Et enfin, je connais des personnes dans la salle qui ne seraient pas contents si j'oubliais
ce produit, on a co-construit avec des agriculteurs un modèle qualitatif de type IPSIM sur le chouchou, dans lequel les agriculteurs peuvent comprendre un petit peu l'impact de leur pratique sur les dégâts qui seront occasionnés par les mouches des fruits. Voilà, quelques résultats vraiment en flash pour aller très vite. Le chouchou, essentiellement, alors c'est pas à lire ce que je vais vous montrer, hein, mais c'est dans des publications, mais c'est surtout pour vous dire une chose qui lutte contre les a priori. Quand on dit on commence par arrêter les pesticides, on va vous répondre immédiatement, ah ben on va perdre en production, on va perdre en rendement. Ben moi je vous dis, c'est possible, et puis dans d'autres situations, peut-être que c'est pas le cas. En tout cas, il faut le faire pour le voir. Et dans les 3 situations qu'on a conduites à La Réunion, on n'a jamais observé de perte de production. En particulier pour le chouchou, le fait d'arrêter les traitements et de mettre en place des pratiques agroécologiques, on a augmenté la production de près de 50%. Sur les autres cucurbitacées de plein champ, j'ai pris un exemple, c'est pas à lire, hein, surtout pas, sinon ça limerait les yeux, pour dire que le coût est évidemment moindre, que le temps de travail est moindre que dans une protection classique. Sur la mangue, je vais donner 2-3 exemples supplémentaires. Celui-là qui est quand même très parlant, il me semble, hein, où là on a plus qu'une réduction, je dirais une suppression totale des pesticides, de tous les types de pesticides, herbicides, insecticides, fongicides, puisqu'on a une IFT à gauche de 22, je crois, de mémoire, hein, je dis jusqu'à 0, quelque chose. Enfin bref, on supprime les pesticides dans la mangue, on n'a pas eu non plus de perte de production. On a eu, en plus, et pas à lire non plus, une baisse des coûts de production de l'ordre de 38% de mémoire, je crois, une baisse du temps de travail. Et puis, il y a quelque chose, c'est qualitatif, que je voudrais aussi dire parce que ça me semble très important, c'est la perception qu'ont les agriculteurs de la biocénose. La biocénose, on va dire, c'est ce qui vit dans les vergers de manguiers, là, on est dans les vergers de manguiers. En haut, c'est dans le cas de la protection avec des pesticides, donc leur seul intérêt, c'était de regarder les pestes, les ravageurs, les maladies, les adventices. Et dans la protection agroécologique, sans pesticides, où là, ben, la biocénose est beaucoup plus importante, ils s'intéressent à tout, ils découvrent qu'il y a d'autres insectes qui sont parfois plus difficiles à voir, qui sont parfois sur le sol, qui ont des fonctions différentes, mais en tout cas, ils s'intéressent à tout. Et donc ça, c'est vraiment important parce que à La Réunion, on a une évolution dans la perception par les agriculteurs de la biocénose. Et puis pour finir, parce que c'est également très important, la biodiversité associée. Quand on arrête de traiter, au lieu de voir la bonne dizaine de ravageurs, pratiquement exclusivement de ravageurs que l'on voit, eh bien, on voit apparaître une faune d'arthropodes extrêmement importante. On en a dénombré en 3 ans sur quand même un échantillon astronomique de plus de 124 000 arthropodes, pratiquement 800 morpho-espèces, hein, et on est loin du compte, avec des espèces nouvelles pour la science d'ailleurs. Et dans ces espèces, ben, on s'aperçoit que pratiquement toutes, elles sont ou utiles ou non nuisibles. Et par exemple, il y a dans ces 800 morpho-espèces, il y a pratiquement le quart qui sont des parasitoïdes. Voilà, alors ça c'est des résultats, j'ai été un petit peu vite, et maintenant je vais essayer de tirer de ça quelques recommandations. Alors très modestement, hein, c'est pas des leçons, c'est pas des... Voilà, c'est quelques recommandations qu'on pourrait en tirer. J'insiste sur la préparation. Sur la préparation qui me semble être la phase la plus importante. C'est-à-dire qu'il est difficile de demander de l'argent à des bailleurs dans un appel d'offres, par exemple, pour dire ben, on ne va rien faire, on va essayer de préparer. Et il faudrait qu'on arrive à ça plus tard. Dans cette préparation, il y a l'approche participative, le fait de concerter absolument tout le monde et de mettre en particulier les agriculteurs au centre de leurs préoccupations. On travaille pour eux, avant tout, évidemment pour toute la chaîne de valeur qu'il y a derrière, mais les agriculteurs doivent être centraux là-dedans. L'approche systémique, hein, qui est essentielle, qui n'aurait aucun intérêt. Donc on s'intéresse évidemment à la protection contre les bioagresseurs, mais on s'intéresse aussi à la qualité des sols, à la santé des plantes, à la santé des agrosystèmes, etc. L'accompagnement, hein, peut-être qu'au lieu de chercher à donner à certains acteurs des incitations pour moins faire, par exemple, moins utiliser de pesticides, peut-être qu'on pourrait imaginer un jour
donner des incitations pour promouvoir des choses plus vertueuses, mais de manière beaucoup plus significative que ce qui est maintenant. Ce n'est pas une critique que je fais, c'est juste un avis, hein, un avis constructif. Et puis, il y a un changement d'échelle à faire. Un changement d'échelle, c'est-à-dire que là, on n'est plus dans... on va faire du peste centré, on va régler un problème d'un ravageur. Moi, je vous ai parlé de tous les bioagresseurs du manguier, par exemple. Hein. Après une première étape où on a essayé de gérer un groupe de ravageurs importants sur les cucurbitacées, sur la mangue, on s'est attaqué à l'ensemble des bioagresseurs, et avec les résultats que je vous ai montrés. Eh bien, là, on a un changement d'échelle aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on envisage des échelles plutôt élargies, de temps, d'espace, hein, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais aussi de gestion collective. C'est-à-dire qu'il faut que les agriculteurs acceptent de travailler ensemble. On imagine par exemple quelqu'un qui fait de la prévention contre les mouches des fruits, puisque j'ai pris cet exemple-là, et son voisin ne le fait pas, eh bien les mouches de son voisin vont venir sur son verger ou sur son champ et feront des dégâts. Voilà. L'autre chose, c'est qu'il faut accepter de ne pas aller trop vite pour avoir des résultats. Et les résultats, ils ne vont pas venir comme ça. Ils ne vont pas venir comme ça pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'on a l'habitude de vouloir des résultats immédiats. Hein. Et là, dans l'agroécologie, ce n'est pas possible, il faut le dire dès le départ. Et puis, il faut du temps. Il faut du temps pour établir des équilibres bioécologiques dont je vous ai parlé. Il faut du temps pour que les agriculteurs s'approprient toutes ces techniques qui sont non chimiques alors qu'ils sont habitués depuis des générations et des générations à utiliser des pesticides. Oui. Et donc, pour finir, en résumé, je dirais que la protection de l'agroécologie des cultures, elle a beaucoup d'avantages, hein, je vais très vite pour terminer, mais elle nécessite de la préparation, du temps et de l'accompagnement. Et ces pratiques sont autour du triptyque prévention, biodiversité, sol, comme vous l'avez vu. Aucune d'elles n'est suffisante, elles doivent être mises en place de manière ordonnée. Aucun intérêt s'il n'y a pas de prévention, parce que la prévention, c'est une étape qui permet quand même de réduire significativement la pression des bioagresseurs et leurs dégâts. Et alors, elles n'ont aucune plus-value, ça aussi, il faut le dire, à mon avis, si on utilise des pesticides. Je pense que ça a été clairement montré dans l'expertise collective scientifique sur la diversification végétale et son apport pour la gestion des bioagresseurs. Si on veut diversifier les végétaux dans les agrosystèmes, il faut arrêter les pesticides ou les réduire très significativement, parce que sinon la plus-value qu'on peut en dégager, on ne la verra pas. Et puis le package, je n'insiste pas, mais c'est quand même difficile, parce que vous voyez, la première des mesures qu'il faut prendre, c'est de dire on arrête de traiter. Alors on arrête de traiter au début, vous avez vu qu'à la fin, s'il y a besoin de traiter, on peut le faire. Mais en tout cas, cette mesure-là, elle n'est pas évidente à prendre, elle n'est pas évidente à partager, elle n'est pas évidente à accepter, c'est normal, on a tous peur du risque, en particulier les agriculteurs, on a tous peur de changer les habitudes, on a tous peur des a priori qu'on reçoit là, on arrête les pesticides, on perd en rendement, etc. etc. Donc d'où la nécessité toujours de la préparation. Et puis pour finir, quelques perspectives ou recommandations peut-être pour la recherche, hein, de manière très cohérente encore une fois. Si on parle d'agroécologie, il faut s'intéresser à la durabilité des agroécosystèmes, et ce n'est pas simplement des entomologistes, des phytopathologistes qui vont le faire. Il faut aussi prendre en compte le concept d'une seule santé, qui est important, qui n'est pas très loin de l'agroécologie, et puis se situer dans un contexte d'agriculture sans pesticides. Alors il y a un papier qui est sorti récemment des collègues de l'INRAE, qui est très bien, qui justifie cette nécessité, hein, je ne parle pas de volonté, je parle de nécessité. Il faut imaginer aujourd'hui qu'on fait de la recherche pour travailler dans une agriculture sans pesticides. Et puis il y a des choses qui sont faites, on a vu ça avec l'expertise collective dont je vous ai parlé. Il y a aussi la prospective Europe 2050 sans pesticides, qui travaille vraiment là-dessus, hein, de manière non cachée, je dirais, hein, non honteuse. Et puis dans le contenu, on est cohérent. Si on parle de prévention de biodiversité et de sol, c'est là-dessus qu'il faut travailler en priorité, là-dessus, et non pas forcément la biologie de tel ou tel ravageur ou pathogène. Et puis il y a quelque chose qui a été omis très longtemps, c'est les interactions entre les pratiques. Il y a un auteur qui l'a signalé récemment. On a travaillé, je dirais, de manière parallèle sur différents types de pratiques, et on a rarement travaillé sur les interactions entre elles, sur leur synergie ou leurs antagonismes, et il faut absolument le faire. Par exemple, on a un exemple très parlant, c'est que la recherche en lutte biologique et la recherche en lutte chimique, par exemple, ont eu des histoires totalement parallèles, mais jamais mélangées. Et un jour, il faut le dire, la lutte biologique est incompatible avec la lutte chimique.
Et puis, dans la recherche, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur les approches, dans la recherche intégrative. Alors, pas par opposition, mais par complémentarité à de la recherche cognitive, de description, de compréhension de processus, etc. Et puis des approches systémiques, hein, c'est essentiel, et participatives. Je crois que je l'ai suffisamment dit. Voilà, je pense que j'ai terminé. Je vous dis merci pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup Jean-Philippe. Pour pas trop dépasser, on va prendre quelques questions, soit dans le chat, soit dans la salle. Donc voilà, je laisse la parole à ceux qui le veulent bien. Xavier Rebout à l'appareil. Merci Jean-Philippe pour ce témoignage. Tous les feux sont verts, ça marche mieux d'un point de vue social, environnemental, économique, les résultats sont là. Du coup, est-ce qu'on a atteint des taux d'adoption des pratiques agroécologiques à la Réunion sur le chouchou, sur la mangue et éventuellement sur après le litchi, l'ananas, qui approchent les 100% ou pas? Et si c'est le cas, c'est quoi le frein? Et puis ma deuxième question qui sera apparentée, c'est est-ce que ça conduit à faire disparaître la filière agriculture biologique dont ça épouse une partie des pratiques, pas forcément tous les principes, mais une partie des pratiques? Oui, merci Xavier pour ces deux questions. Moi, j'ai quitté La Réunion il y a plusieurs années, donc je vais dire ce que je sais, mais en tout cas, on a des adoptions qui sont différentes, qui sont diversifiées. Pour des cultures de type pérenne, on a une adoption qui est plus facile parce qu'on a l'impression que les agriculteurs, entre guillemets, investissent dans des pratiques agroécologiques, parce qu'elles se retrouvent les années suivantes. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour des cultures à cycle court. Alors, donc, pour être concret, pour le chouchou, par exemple, ou pour la mangue, on a une adoption qui est plus forte que pour des cultures de type courgette, par exemple, où l'agriculteur décide du jour au lendemain, en fonction du cours du marché, de faire de la courgette. Alors qu'un producteur de chouchou, il va rester producteur de chouchou pendant longtemps et il va investir dans des pratiques agroécologiques. On connaît les principaux déterminants de l'adoption, ce qui ne veut pas dire que tous ont été respectés. On sait qu'il y a parfois des dérives. Par exemple, quand la Réunion a connu l'invasion d'une mouche des fruits, la plus dangereuse de toutes, en 2017, je crois, Bactrocera dorsalis, on a vu un réflexe immédiat des agriculteurs, y compris ceux qui étaient vraiment les plus agroécologues, je dirais, eh bien un réflexe qui était de revenir chercher, même, je ne sais pas si je fais bien de le dire, mais frauduleusement à partir de l'île Maurice, qui n'est pas très loin, des pesticides pour pouvoir les utiliser. Voilà, donc on est toujours à la merci de phénomènes aléatoires comme ça. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il faut du temps. C'est-à-dire qu'il faut un tas d'expériences, il faut du temps, il faut peut-être plusieurs générations pour changer des mentalités, pour changer des habitudes. Pas seulement chez les agriculteurs, hein, c'est valable pour tous les citoyens, pour beaucoup de choses. Mais sinon, les principaux déterminants de l'adoption, et donc pour répondre, qui fait le lien un petit peu avec ta deuxième question, Xavier, c'est que par exemple, pour moi, c'est absolument pas antagoniste à l'agriculture biologique, et au contraire, donc je vais reprendre le terme que tu as utilisé qui me plaît, là, ça épouse plutôt la vocation de l'agriculture biologique. Je crois que le chouchou, en 2018, était pratiqué à 70% en agriculture biologique, uniquement parce qu'on a arrêté les traitements, etc., alors que 10 ans auparavant, on traitait dans ces parcelles-là 2 à 3 fois par semaine. Donc, on a des déterminants qui sont liés aux cultures. Par exemple, les agriculteurs ont tendance à adopter plus facilement des choses où on simplifie les pratiques. Alors, simplifier les pratiques, déjà, si on commence par supprimer les pesticides, c'est déjà une simplification. On pourrait imaginer de dire que l'augmentorium, c'est quelque chose de compliqué parce qu'il y a du travail pour ramasser les fruits. Oui, mais on le fait beaucoup au début. Et puis, en fait, à la fin, il n'y a plus beaucoup de mouches et on n'a pratiquement plus de travail à faire. Il y a des déterminants qui sont liés aussi aux agriculteurs eux-mêmes. Il y a des filières qui sont bien organisées. Par exemple, la filière mangue à La Réunion, c'est une filière extrêmement bien organisée avec des organisations professionnelles, des gens très ouverts, très réceptifs, ce qui n'est pas forcément le cas de producteurs maraîchers
puisque ce n'est pas forcément leur premier métier. Il y a aussi des déterminants qui sont liés au marché. Est-ce que ce sont des marchés stables localement pour l'exportation, ou est-ce que ce sont des marchés de niche qui ont un intérêt en fonction du cours de la matière première? Un des déterminants aussi qui sont liés à la valeur patrimoniale des cultures. La mangue et le chouchou sont des cultures patrimoniales très importantes. Tout le monde a un manguier dans son jardin, tout le monde mange du chouchou pratiquement tous les jours. Enfin, voilà, donc on a une diversité de déterminants d'adoption, et on a une adoption qui est mitigée en fonction de ça. Et à mon avis, il faut de toute façon, pour avoir une adoption complète, telle qu'on a eu pour les pesticides, il faudra plusieurs générations. Mais moi, je préfère le dire maintenant plutôt que d'attendre 30 ans avant de le dire. Je prends donc une question de Antoine Messéan dans le chat. Donc, pour surmonter la perception du risque et la phase d'adaptation, faut-il des incitations financières temporaires, et comment les piloter pour éviter une nouvelle dépendance financière? Oui, c'est une bonne question. On parle beaucoup de transition agroécologique, etc. Puis en fait, on n'en voit pas beaucoup la couleur. Mais il y a plusieurs types de transitions. On peut faire des transitions par lentes et progressives. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire, par exemple, avec le plan Ecophyto. Alors, c'est surtout pas une critique, moi je me mets dedans, mais on n'y est pas vraiment arrivé. Mais on peut avoir aussi des transitions par rupture. Moi, j'en connais une qui a bien marché, une transition par rupture, et tout simplement parce qu'elle a été bien préparée. Par exemple, le passage à l'euro, c'est une transition par rupture, mais elle a été préparée pendant longtemps, pendant plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, j'en sais rien. Voilà, donc il faut effectivement, pour cette phase de préparation dont j'ai vanté l'importance, il ne faut pas hésiter à accompagner les agriculteurs et les autres acteurs pour leur permettre justement de pouvoir passer cette période jusqu'à, par exemple, une suppression de pesticides. Je pense que c'est indispensable. Je l'ai un peu dit tout à l'heure, au lieu de taxer sur l'utilisation de pesticides, autant promouvoir et aider les agriculteurs qui se lancent dans des pratiques vertueuses et durables. Parce que derrière, il n'y a pas que le vertueux de supprimer des pesticides. Pour moi, il y a permettre aux générations futures de continuer à cultiver. Merci beaucoup Jean-Philippe. Je pense qu'on est bon dans la salle, puis je ne vais pas reprendre pour pas dépasser au niveau du timing. Donc je vais vous inviter. Merci beaucoup pour cette matinée. Je vais vous inviter à la